Bonjour, on est encore avec la méthode gravimétrie. Après avoir vu les relations fondamentales de l'accélération gravitationnelle, à savoir la première et la deuxième loi de Newton, les mesures de gravité relative et absolue, le réseau IGS-N, les corrections apportées aux données gravimétriques en fonction de la latitude, les corrections d'altitude, l'anomalie isostatique. Dans cette vidéo, la dernière vidéo pour le semestre 3, on va voir quelques procédures sur le terrain. La correction de la dérive du gravimètre, les effets de marée, comment établir une station de base, revenir à discuter les précisions de l'altitude et la position horizontale de notre gravimètre, comment choisir la densité pour faire les corrections de Bouguer et quelques procédures à mener sur le terrain. Si on installe un gravimètre sur un site et on prend des mesures toutes les heures, les valeurs obtenues varieront à cause de la dérive du gravimètre causée par des changements dans les constantes physiques de ses composants et des effets de marée terrestre qui sont régis par les positions du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre. Si on se donne par exemple ce profil nord-sud et on veut prendre des mesures gravimétriques sur le premier site de notre départ appelé base, sur le premier site, deuxième site, troisième site et le quatrième site. Pour établir la magnitude de cette dérive linéaire, l'approche consiste à obtenir une mesure sur un site choisi dite de base, mesurer les autres sites et à la fin revenir à la base pour prendre une nouvelle mesure. Si on suit ce diagramme, les mesures en fonction du temps, alors on avait pris, en premier instant, on avait pris des mesures sur la base, puis dans le premier site, sur le deuxième site, sur le troisième site et sur le quatrième site, puis à la fin, après 2 heures ou 1 heure ou quoi, on est revenu à prendre une mesure à la base. On remarque qu'il y a une certaine dérive. Alors la valeur elle a varié. Alors on va calculer cette dérive pour corriger les autres mesures. Alors pour le site, le troisième site par exemple, on avait trouvé 775,7. Alors pour la corriger, il faut utiliser cette dérive. Alors elle est marquée, encerclée là. Alors la valeur corrigée qui correspond à l'instant de départ de la première mesure est de 774,68. La séquence base 1, 2, 3, 4 puis base est appelée une boucle. Les gravimètres sont assez sensibles pour être influencés par les marées dues au mouvement du Soleil et de la Lune. À l'aide de logiciels informatiques, les effets des marées peuvent être prédits, bien calculés avec précision sur n'importe quel point ou endroit à tout moment. Le diagramme montre les effets de marée sur les mesures gravimétriques en milligalilées par heure. On voit par exemple qu'il peut atteindre une amplitude de 0,18 milligalilées sur une période de 10 heures ici. Aussi, on peut calculer la dérive par heure. La variation des effets des marées sur une durée d'1 heure, par exemple sur 1 heure, on choisit 1 heure, on voit que, ou bien on remarque que c'est linéaire. Ainsi, si on trace la courbe de dérive et on revient à la station de base toutes les heures, une telle courbe éliminera à la fois les effets des marées et la dérive de l'instrument avec une bonne précision. S'il est impossible de revenir à la station de base toutes les heures ou deux, il est impératif d'utiliser un logiciel de correction des marées. En fait, en raison de la disponibilité immédiate de tels logiciels et de la puissance actuelle des ordinateurs personnels, il semble raisonnable de les utiliser pour toutes les prospections gravimétriques. Le graphique ci-dessous illustre comment les mesures du gravimètre, d'un gravimètre fixé sur un site, varieront à cause des marées de la dérive de l'instrument. Alors les mesures, ils sont
illustré par cette courbe, on remarque qu'il y a une certaine dérive linéaire, qui est celle-là, plus la dérive due aux effets des marées terrestres. Dans cette section, on veut établir une station de référence, une station de base par exemple sur ce site. Établir une station de référence, ça veut dire qu'on cherche la valeur de gravité absolue, c'est pas relatif, de ce site. Alors, les étapes à suivre, c'est de prendre une mesure sur une station, par exemple IGSN proche de ce site, et venir à ce site prendre une mesure, puis revenir prendre une deuxième mesure sur le site IGSN. Le but, c'est de déterminer la différence entre les deux sites, la différence de gravité. Alors, sur le premier site, sur le site IGSN, dont on connaît très bien, avec une grande précision, la gravité absolue, on va prendre une première mesure, venir sur ce site qu'on va appeler base 1 et prendre une mesure, revenir à IGSN et prendre la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher à corriger ces deux mesures, corriger la dérive de l'instrument et des marées lunisolaires. On va supposer que le temps il est assez court pour considérer que cette dérive elle est linéaire. Une fois fait, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher juste la différence entre les mesures IGSN et la base. Alors cette différence, lorsqu'on va trouver cette différence, c'est celle-là. Alors, on va lire cette différence. Alors celle-là, plus la valeur de l'IGSN qu'on connaît déjà, ça va donner la valeur de gravité de base, de la base absolue, pardon, de la base 1. Maintenant, on cherche à déterminer la valeur de gravité absolue à la base 2. La même chose. Et en utilisant la valeur absolue de base 1 qu'on a déjà déterminée. Alors, on va venir, puisqu'on a déjà pris une valeur de base 1, on va venir faire une mesure sur base 2, puis revenir à faire une mesure en base 1. Chercher la dérive, puis chercher la différence entre base 2 et cette dérive. Et puisqu'on connaît déjà la valeur de base 1, alors la valeur absolue de base 2, c'est la différence plus ou moins cette valeur absolue de base 1. La même chose, on va utiliser base 2 comme station de référence et calculer une valeur absolue pour base 3. La même chose, on va mesurer base 3, revenir à base 2, définir la dérive et puis chercher la différence entre les deux et donner une valeur absolue de base 3 en se basant sur la valeur absolue de base 2 et la différence entre les deux stations. La même chose, on peut déterminer aussi une valeur absolue pour la station IGSN, puisqu'on connaît une valeur absolue de base 3. La même chose, on va se déplacer à IGSN, faire une mesure, on a déjà une mesure de base 3. Base 3, on cherche la dérive et on cherche la différence et on a une nouvelle valeur absolue de base IGSN. La question qui va se poser, est-ce que cette valeur absolue qu'on a trouvée en faisant cette loupe, est-ce que ça serait, on va tomber à la valeur absolue de départ? En résumé, on revient à la base 1 et on utilise une boucle similaire pour déterminer la gravité absolue à la base 2. De même, on détermine la gravité absolue à la base 3 en utilisant une boucle avec la base 2. Dans la dernière étape, on détermine la gravité absolue à la station IGSN 71 en utilisant une boucle avec la base 3. Alors on se demande, est-ce que cette valeur qu'on va trouver à la station IGSN, est-ce qu'elle est égale à la valeur de départ de la station IGSN 71? Rarement cette valeur sera la même que la valeur originale établie par IGSN 71. Et la différence montre la quantité d'erreurs dans les mesures qui ont fourni les valeurs de gravité des bases 1, 2 et 3. On estime que l'erreur cumulée est faible, de sorte que chaque valeur d'une station de base peut être légèrement ajustée. Une technique d'ajustement consiste à répartir l'erreur entre toutes les bases. Sinon,
adopter d'autres approches statistiques plus avancées. Un mot concernant la précision du positionnement vertical et horizontal. On rappelle que l'altitude du point d'observation doit être connue à moins de 25 jusqu'à 30 cm pour maintenir la précision de l'anomalie de Bouguer inférieure à 0,1 milli Galilée. La carte topographique montre la position des repères géodésiques, points où les altitudes ont été mesurées avec une très grande précision. Dans les reliefs accidentés ou dans les régions où le contrôle topographique n'est pas disponible, certaines prospections utilisent le baromètre anéroïde, instrument utilisé dans l'aviation qui détecte les changements de pression accompagnant les changements d'altitude. Cependant, les erreurs sur les altitudes déterminées peuvent atteindre 1 mètre ou plus. Le système de positionnement global GPS utilise des satellites pour réaliser des localisations horizontales et verticales de l'ordre de 1 cm. Bien que l'équipement soit encore cher, sa rapidité et sa facilité en font une alternative intéressante et le GPS devient l'approche dominante. Pour la correction de Bouguer, il est important d'essayer de définir la densité ρ à mieux que 0,1 g/cm3 près. La méthode de Nettleton consiste donc à représenter sur une même figure un profil topographique et des profils de l'anomalie de Bouguer qui lui correspondent calculés pour plusieurs densités. Ici, par exemple, pour la densité 1,8, 1,9, 2, 2,1 jusqu'à 2,8. Alors, comme vous allez le remarquer, parmi ceux-ci, une partie reflètera assez fidèlement les irrégularités topographiques. Si je prends par exemple la densité 2,8, je trouve que le profil, il corrélère très bien avec la topographie. Une autre donnera une image inversée du relief, la densité 1,8 jusqu'à 2,2. Par exemple, je prends 1,8, je vois que le profil de gravité ou bien l'anomalie gravimétrique, elle est corrélée inversement à la topographie. Le profil le plus satisfaisant sera évidemment celui qui se situera entre ces deux parties et pour lequel, visiblement, la corrélation entre le relief et l'anomalie de Bouguer sera la moins nette. Alors ici, on peut chercher celui de, par exemple, de 2,3. Un certain nombre de profils de ce genre, judicieusement distribués sur toute l'étendue prospectée, conduiront à différentes valeurs de densité. Si ces valeurs ne sont pas trop dispersées, leur moyenne pourra être retenue comme caractérisant au mieux la région et les corrections de Bouguer et de topographie seront calculées en utilisant cette valeur. L'emploi de cette méthode implique une condition rarement réalisée dans la nature, en tout cas invérifiable. Définir comme le plus probable le profil gravimétrique reflétant le moins l'allure de la topographie, c'est admettre implicitement qu'il n'y a pas la plombe de ce profil d'anomalie d'origine géologique dont la forme soit en relation avec le relief. Il y a donc lieu de préciser dans quel cas cette méthode offre le plus de chances de conduire à un résultat convenable. Ça sera évidemment lorsque les conditions géologiques permettent d'affirmer qu'il ne peut exister aucune relation entre la forme du relief et celle des couches profondes. Un très bon exemple de réalisation d'une telle condition est fourni par les dunes de sable dont le relief, d'ailleurs variable, est déterminé avant tout par l'orientation et le régime des vents. Ou encore, si le relief est assez tourmenté pour que l'on observe un creux relatif au voisinage du sommet d'une colline ou une ondulation au centre d'une colline ou une ondulation au centre d'une vallée, il est assez probable que de tels mouvements secondaires résultent en général de l'action de l'érosion, non pas une origine géologique profonde. Le profil gravimétrique le plus probable sera donc celui qui effacera le mieux de tels mouvements, même si son dessin doit offrir une certaine parenté avec la forme générale du relief. Ce tableau représente des mesures de gravité issues d'une étude menée par Smith College pour cartographier la topographie du substrat rocheux sous la plaine d'inondation de la rivière Connecticut, Massachusetts. Alors, une station de base, les points sont notés S1, S16.
l'attitude de chaque point, l'élévation de chaque point, le reading ou bien la lecture sur le gravimètre qui va être transformé en gravité observée, la correction du terrain, la gravité théorique ou bien calculée, la correction ou bien l'anomalie à l'air libre, l'anomalie de Bouguer. Alors on note qu'ils ont utilisé pour la densité de 67 grammes centimètre cube. Quelques procédures pour collecter les données du tableau 6.4. Déterminer les altitudes des points présélectionnés sur une carte topographique à 1 sur 24 000 afin d'obtenir des stations gravimétriques relativement équidistantes. Ensuite, une station de base a été attachée ou bien liée à un site IGSN 71. À chaque station, la date, l'heure et la mesure du gravimètre ont été enregistrées. La station de base était occupée toutes les heures ou bien 1h30 pour permettre des corrections de dérive. De ce fait, les variations des marées étaient supposées être linéaires. Par conséquent, les courbes de dérive standard ont été utilisées pour corriger la dérive de l'instrument et les effets de marée. La densité de réduction de Bouguer était de 2,67 g/cm3 et la correction de terrain était calculée à l'aide d'un réticule de Raman. Comme les valeurs de l'anomalie de Bouguer dans le tableau 6.4 montrent des variations substantielles, on va les interpréter dans la section 7.